comment ils vont? Esteban Ocon va quitter Alpine en fin de saison, c'est l'actu majeure de cette semaine canadienne. On va bien évidemment évoquer cette info en long, en large et en travers dans cette preview. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Canada, Sergio Pérez a re-signé, Red Bull est sous pression, Esteban Ocon et Alpine se séparent. Avant Montréal, on a pas mal de choses à se raconter. D'ailleurs, on va aussi parler de la réglementation 2026, je l'ai su au dernier moment, mais c'est bien dans la preview. Votre gars sûr est présent. Allez, on en parle. Pour soutenir mon travail et celui des gens qui bossent dur avec moi, tu sais quoi faire. Clique sur le bouton s'abonner, laisse-moi ton meilleur pouce bleu et profite de la vidéo. Désolé d'avance, il y a quelques différences au niveau du son les gars, cette vidéo a été tournée en 2 parties, juste pour vous prévenir. Du coup sur cette vidéo, vous me verrez un peu moins que d'habitude. Voilà l'envers du décor. Une régalade. D'ailleurs les gars, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne, on va parler de la flamme olympique, et je pense que vous n'êtes pas prêts pour son histoire. Rendez-vous sur la chaîne Lucas Raconte après cette vidéo, les liens sont en description. Il y a une grande nouveauté sur ce circuit de Montréal, puisque la piste a été resurfacée. Et oui, le tracé a été entièrement refait à neuf, avec aussi de nouveaux vibreurs. Ce qui est toujours important pour une piste, parce que ça peut totalement changer la donne au niveau adhérence. Mais est-ce que ça sera vraiment le cas? Eh bien, il y a des interrogations. En fait, Pirelli s'attend à ce que ce nouveau revêtement n'entraîne pas de changement significatif dans les niveaux d'adhérence. Et c'est vrai que quand tu te penches un peu plus sur la nature de la piste, ils ont très probablement raison. En plus, c'est Pirelli, donc normalement c'est le cas. Il n'y a pas de raison. En fait, cette piste était déjà peu abrasive à la base, donc le nouvel asphalte ne devrait pas changer grand-chose. Après, on en sera sûr à 100% que quand on aura fait un tour dessus. Ce qui est possible par contre, c'est que ça atténue un peu l'impact des bosses qui étaient pas mal présentes sur ce tracé. McLaren et Ferrari seront à nouveau à la chasse de Red Bull à Montréal. Vous le voyez comme moi, il se passe quelque chose de très intéressant en cette fin de début de saison. Attends, vous auriez imaginé avoir 4 vainqueurs différents en 8 Grands Prix en mars, vous? On est bien d'accord. Alors il y a eu le DNF de Max, on s'entend, mais depuis Miami, il est clair qu'il y a quelque chose à faire pour les concurrents de Red Bull. Et ils vont continuer à chasser l'équipe autrichienne à Montréal. D'ailleurs, je vous explique pourquoi ça pourrait être compliqué pour Red Bull dans la prochaine partie. Quoi qu'il en soit les gars, qu'on regarde du côté des rouges ou de celui des oranges, la dynamique est plutôt très intéressante. Depuis 3 Grands Prix chez Ferrari, on a marqué 101 points, ce qui est très solide, alors que chez McLaren, on a été en chercher 88, ce qui est pas mal non plus. Ça devient intéressant quand on compare tout ça avec Red Bull. Et oui, puisque les Autrichiens en ont scoré 81. Alors c'est pas non plus une différence énorme, surtout en ce qui concerne McLaren, mais bon, quand tu te rappelles de ce qui s'est passé l'an dernier et que tu te dis que c'est à la régulière, il y a moyen de se gratter la tête. Là, il y a 0 DNF dans l'équation. Max fait ce qu'il peut avec le matériel à sa disposition. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à Montréal, surtout que je vous l'ai dit, on en parle plus tard, mais il est tout à fait possible qu'on soit dans une continuité. En vrai, aujourd'hui, la Ferrari et la McLaren sont au moins aussi rapides que la Red Bull sur des tracés très variés, et elles ne souffrent pas des mêmes problèmes intrinsèques. Donc il y a moyen qu'on ait un championnat. Après, je vous l'ai dit et redit, faudra attendre de voir ce que Red Bull sort en Hongrie au niveau upgrade. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce week-end. On a enfin eu la nouvelle et plus d'infos, la réglementation 2026 est tombée. Et c'est vraiment très intéressant, parce qu'on est sur un truc assez fou. Alors pour commencer, l'objectif de cette réglementation, c'est d'améliorer le racing. Vous connaissez la chanson. On va lister les nouveautés. Alors d'abord, comme prévu, il faut dire que ce règlement technique est construit essentiellement autour des nouveaux moteurs dont j'ai parlé dans cette vidéo. C'est l'élément le plus important à avoir en tête. Je rappelle que les moteurs proposeront 3 fois plus d'électrification et qu'on va abandonner le MGUH notamment. Ensuite, les voitures seront plus légères de 30 kg. Ça c'est vraiment un bon point puisqu'on se plaignait des voitures actuelles depuis le début de cette ère. Après ça, très important et complètement innovant, on va avoir de l'active aéro, c'est-à-dire des éléments aérodynamiques de la voiture qui vont bouger pendant le roulage. Dans le cas présent, ce sera les ailerons avant et arrière qui s'ouvriront dans les lignes droites de plus de 4 secondes, sans nécessité d'être à moins d'1 seconde du pilote devant. A noter que ce système sera activé par le pilote. Donc plus de DRS à proprement parler, mais un DRS pour tout le monde tout le temps et sur les 2 ailerons. Je vais vous laisser le temps de digérer ça. Ensuite, et c'est important, il y aura un système de push-to-pass basé sur le système électrique. Les pilotes devront être à moins d'1 seconde et ils pourront l'utiliser en bout de ligne droite, un peu comme ils le faisaient avec le KERS à l'époque. A noter que les détails exacts restent à définir, notamment en ce qui concerne la seconde. En tout cas, ça devrait être proche de ce qu'on a actuellement avec le DRS. Prochain point, et là je sais que vous allez être content, les voitures vont être plus petites. De 2 mètres à 1,90 m de largeur, l'empattement passe de 3,60 m à 3,40 m max. Alors on revient pas non plus aux voitures de 2005, mais c'est cool que la tendance soit à la réduction. Enfin, et je trouve que c'est intéressant, on va utiliser du carburant 100% durable. C'est donc confirmé. Voilà, je pensais que c'était important que vous ayez toutes les infos concernant cette nouvelle réglementation. On en parle plus dans le détail dans une prochaine vidéo. Clairement, j'ai besoin de digérer tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est la maxi news de cette semaine. Esteban Ocon et Alpine vont se séparer à la fin de la saison. Sacré timing quand même cette histoire. Alors on avait bien senti qu'il y avait de plus en plus de tension. Les rumeurs florissaient le concernant. Et c'est vrai que Monaco n'a probablement pas aidé. Je donnais d'ailleurs mon avis sur la situation d'Alpine en ce moment dans cette vidéo. Bon, pour commencer, parlons un peu de cette décision. Alors d'abord, la plupart des sources disent qu'il y avait déjà des discussions qui allaient dans ce sens avant Monaco, comme je l'avais dit dans la vidéo. Maintenant, en ce qui concerne la décision, on a déjà abordé le sujet, mais je pense que c'est une bonne chose de se séparer de l'un des 2 pilotes. Ça aurait tout à fait pu être pire. Perso, je pense qu'ils sont pas compatibles, les faits l'ont montré dernièrement.
Du coup, pour l'équipe, c'est sûrement mieux. Disons que ce sera probablement un poids moins lourd à porter au niveau managérial. À voir qui mettent dans la voiture, bien évidemment. Maintenant, côté Esteban, en fait, pour lui aussi, ça pourrait être bénéfique. En vrai, il était là depuis longtemps, il a beaucoup pris d'expérience à apporter à l'équipe. Pour lui aussi, ça pourrait être un bol d'air frais, quelle que soit sa destination. À ce sujet d'ailleurs, on ne sait pas encore ce qu'il va faire, même si ça devrait bientôt se décider. Les rumeurs disent qu'il y aurait des discussions avec Audi et As pour la suite, mais c'est encore assez flou. En vrai, Esteban, il a une grande valeur ajoutée pour une équipe, il a beaucoup d'expérience, il a gagné un grand prix, il a de la valeur sur le marché, c'est clairement un mec qui doit et pour moi qui va rester sur la grille l'an prochain. Mercedes par contre, j'y crois pas, même si je lui souhaite bien évidemment. Dernière question du coup, qui pour le remplacer? Alors déjà, il semble maintenant assez logique que Pierre devrait rester. En tout cas, Alpine a tout intérêt à le garder au vu de ce qu'il représente niveau expérience et vitesse. Alors il est aussi probablement en discussion avec d'autres équipes, mais pour eux, logique qu'il soit une priorité selon moi. Après, ce départ d'Esteban, c'est clairement une opportunité pour eux de promouvoir un pilote de leur académie. On peut penser à Jack Doohan, Victor Martins, et même pourquoi pas Guan Yu Zhou qui pourrait apporter du budget. En vrai, il y a une multitude d'options. Sur le marché, il y a Bottas, Sainz, on parle même de Mick Schumacher, même si j'y crois pas trop. Tout est possible. On en saura plus très vite. Donc voilà les gars, en vrai, je trouve que c'est dommage que ça se finisse comme ça entre Esteban et Alpine, mais qu'en vrai, le changement fera probablement du bien à tout le monde. On reparlera de tout ça dans une vidéo dédiée prochainement. Vous pensez que c'est la bonne décision? Red Bull sera sous pression à Montréal, et j'ai envie de vous dire, normal. Ce qui s'est passé à Monaco, on avait perdu l'habitude. Alors niveau comptable, ça se rapproche. On l'a dit. Ferrari n'est plus qu'à 24 points des Autrichiens, mais on a bien compris qu'il se passait aussi quelque chose sur la piste. On vient de voir 3 vainqueurs différents en 3 courses. À Imola, Max a gagné, mais a été plus que challengé. La pression est sur les épaules de Red Bull. Et Montréal ne devrait pas forcément aller mieux à cette voiture. Alors j'avoue, je pensais que le resurfaçage de la piste aurait pu aller dans leur sens, mais ça pourrait ne rien changer à la donne finale. Et oui, Montréal pourrait être une nouvelle épine dans le pied de Red Bull. En fait, il fait partie des circuits sur lesquels ils s'attendent à avoir le moins de perf, pour les raisons qu'on a évoquées dans les vidéos précédentes, hors souci de corrélation. Je parle donc là des galères qu'ils ont sur les vibreurs. En fait, à Montréal, il y a encore pas mal de bordures en low speed, et c'est vraiment le cauchemar de cette voiture. Du coup, possible qu'on assiste encore à une course compliquée pour eux. Ils ont souffert sur les réglages dernièrement, on pourrait voir une nouvelle course sans hymne hollandais. À confirmer bien évidemment. Côté pilote, bon, pour Max ça va. Il a toujours une victoire de marge au classement, il fait toujours son maximum, pas de souci pour lui. Par contre, de l'autre côté, les gars, on est entré dans une dynamique similaire à celle de l'an dernier. Checo est dans le dur, il manque de rythme et de confiance. C'est très dur pour lui depuis quelques Grands Prix. 2 éliminations en Q3 consécutives, ça pique. Il devra se ressaisir à Montréal. Ceci étant dit, on le re-signe pour 2 ans. Attends, mais ils ont pris un coup sur la tête Red Bull ou... Je comprends vraiment pas cette décision. Le mec sous-performe de ouf depuis une saison et demie. Je capte pas vraiment le move. C'est presque à croire qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Alors ce qui se dit à l'heure actuelle, c'est que Carlos Sainz aurait priorisé Red Bull, mais Corner aurait refusé de le signer, préférant potentiellement mettre un pilote Racing Bulls plus tard. Mais j'avoue, Checo, avec son niveau et ce qu'il apporte pas à l'équipe, c'est bizarre. En vrai, même pour lui, vu comment il s'est marché dessus depuis 2 saisons, j'ai du mal à comprendre pourquoi il reprend 2 ans à faire le paillasson. J'espère que Red Bull ne le regrettera pas dès cette année quand il s'agira de gagner le championnat constructeur. En tout cas, il faudra le suivre de près lui aussi ce week-end. C'est un peu moins stylé que l'an dernier à Aston Martin, non? Il y a effectivement une petite dépression chez nos amis anglais. Du coup, rien ne change avec Montréal, ils seront toujours sous pression. Et les gars, je les mets là cette semaine parce qu'il y a un truc à souligner. Une déclat de Fernando, après Monaco. Une sortie où il a dit qu'il avait peur qu'Aston soit redevenu une équipe du midfield. Une vérité, quoi, parce que clairement c'est le cas. Alors peut-être que ce qui s'est passé, c'est juste que l'an dernier, Merco, Ferrari et McLaren s'étaient tout simplement ratés, et que du coup ils en avaient profité. Mais vous le savez, j'aime bien raisonner en termes de dynamique, et là c'est vraiment dur. Au final, il n'y a pas grand-chose dans cette voiture, et ça sent la saison décevante pour la team de Lawrence Stroll. Alors il y a des moments où ça fonctionne, mais globalement c'est pas terrible, on les sent pas capables de faire mieux au niveau du développement. D'ailleurs le Canada leur avait vraiment réussi l'an dernier avec une P2 pour Fernand et des points pour le fils du patron, mais là va probablement falloir s'attendre à plus de complications. Bref, regardez-les bien ce week-end aussi. L'équipe As en aura gros sur la patate à Montréal. En tout cas, elle aura à cœur de se rattraper. Parce que je l'ai dit dans le débrief, rien ne s'est passé comme prévu pour les Américains à Monaco. Disqualification double DNF, personne n'a envie d'avoir ce genre de week-end. En vrai, en Amérique du Nord, pour eux, c'est toujours important, même si le Canada, c'est pas les US, donc ils voudront faire mieux. D'ailleurs, si Kevin Magnussen pouvait retirer son bandeau, ça serait pas mal. Je sais que vous avez kiffé la blague. La ref est dans le débrief de Monaco. D'ailleurs, pour As, c'est un peu chaud en interne avec des rumeurs de vente de l'écurie. Vous avez peut-être vu, mais ils ont décidé de se retirer de la NASCAR. De son côté, le président de la FIA a conseillé à Andretti de finalement racheter une écurie, donc on est parti sur des rumeurs, comme vous pouvez l'imaginer. Évidemment, chez As, on a démenti, affaire à suivre parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Jean-Michel Prédiction est sur une série. Attends 3 prédictions de suite qui passent, ça faisait combien de temps? Je vous le demande. Bon, celle d'Imola, elle passe à moitié, mais on arrondit au-dessus. De toute façon, c'est moi qui décide. J'essaye de faire 4 sur 4 ce week-end. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuit, plus 10 € en bonus.
Le dépôt minimum c'est 15 € par carte de crédit et le dépôt maximum c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et à Montréal, je pense qu'on va revenir aux bonnes vieilles habitudes, ce qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et oui, la piqûre de Monaco lui aura fait mal, mais il va revenir sur la première marche du podium. À Montréal, c'est Max Verstappen qui va s'imposer. Désolé pour ceux qui pensaient que c'était fini pour Red Bull. Là les gars, je suis bien dans tous les cas. Soit Jean-Mi lui porte la poisse et on a un autre vainqueur, soit il gagne et je passe à 4 à la suite. Ah, je suis bien. Les codes, c'est comment? Alors, pour la gagne, on croit toujours à Max Verstappen qui garde la corde assez largement devant Charles Leclerc. Et c'est Lando Norris qui fait office de 3e larron. A noter que côté podium, c'est les McLaren qui suivent les 2 leaders des bookmakers. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Montréal, tracé incontournable du calendrier de la F1. Construit suite à l'Expo universelle et aux Jeux Olympiques, il accueille son premier Grand Prix en 1978, édition gagnée par Gilles Villeneuve pour sa première victoire. On parle d'un circuit plutôt impressionnant avec des gros freinages sur des chicanes que vous connaissez, j'en suis sûr. D'ailleurs au Canada, les moteurs et les freins seront sollicités. A noter que l'endroit le plus iconique de ce circuit se situe au dernier virage. Le mur des champions, baptisé comme ça suite aux sorties de Michael Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve pendant le Grand Prix de 99. On fait un tour ou quoi? Allez, comme d'habitude, c'est parti dans la ligne droite des stands. Elle est assez courte mais sera quand même une zone DRS. Au numéro 1, gros freinage. Attention à l'entonnoir au départ. Au 2, on garde bien la corde en tombant 2 vitesses de plus. On remonte sur les gaz le plus tôt possible ici et ça repart à fond entre les murs du circuit. À la première chicane de ce tracé, il faudra prendre le plus de risques possible sans taper à la réaccélération. Ne soyez pas surpris si vous voyez des pilotes frôler les murs. Grosse accel ensuite, on enroule à droite sur le 5. A noter que le premier secteur s'arrête là. Ça freine très fort à nouveau assez rapidement avec cet enchaînement des 6 et 7 qui débouchent sur une zone DRS que les pilotes utiliseront pour se rapprocher de celui qui les précède. Au bout de cette petite ligne droite, il faudra freiner le plus tard possible pour aller chercher le plus de temps dans cet enchaînement qui est capital pour la suite. Le deuxième secteur se termine ici et on arrive sur l'un des virages les plus importants de ce tracé, l'épingle. Là, ça va braquer presque autant qu'à Monaco et il sera très important d'avoir de la traction en sortie pour pouvoir entamer au mieux la ligne droite qui suit. Entre les 12 et 13, on ouvre le DRS, on freine au panneau 50 et on plonge dans le dernier virage qui ouvre sur le mur des champions. Il faudra mettre les gaz le plus tôt possible ici aussi et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo du Grand Prix du Canada. Un week-end pas évident est en vue. Vendredi, le temps sera pluvieux avec 60% de précipitations. Samedi, c'est pareil avec un peu moins de chance de pluie. Et dimanche, on est sur le même temps que vendredi. Le programme de ce Grand Prix à Montréal. Attention, retour en Amérique du Nord, donc horaire un peu différente. Vendredi à 19h30, on aura les libres 1 et à 23h les libres 2. Samedi à 18h30, ce sera les libres 3 et à 20h les qualifs. Et dimanche à 20h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai sur place, donc pas de live direct sur Twitch, et je ne serai pas non plus sur pole position. Attendez-vous aussi à un décor un peu différent pour le débrief. On se voit lundi. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!